Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 43, on parle de politique municipale. Bienvenue à Studio Libre. Avec le printemps qui arrive, si je vous dis qu'au Québec, il y a une ville où les rues sont pas mal maganées et où on charge un prix assez élevé aux entreprises pour avoir un stationnement et où on va investir dans le transport en commun des centaines de millions, et ça servira peut-être pas à la totalité de la population. Vous allez me dire certainement, « Ah, on est à Montréal, la méchante !» Ou encore certains vont dire, « On est à Québec, l'envieuse !» Et non, je vous répondrai qu'on est à Gatineau, le cousin de la fesse gauche. Et on va en parler avec l'homme du même nom, le chef de l'équipe Mario B, Monsieur Mario B lui-même. Bonjour. Bonjour Sylvain. Et donc, c'est un peu un résumé, bon, j'allais dire, c'est un peu... critique, comique un peu aussi, mais c'est la réalité. Bon, on regarde là, avec le printemps qui arrive, juste l'avenue de Buckingham ici, en descendant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de trous. Il y a besoin d'amour sur ces rues-là. Les artères, bon, on parlait souvent de Georges, mais là, l'avenue de Buckingham, de son côté, et pas sans reste, notamment dans un certain secteur proche du cimetière, il y a une lignée de trous. On dirait que c'est vraiment comme s'il y avait une roche en dessous qui avait comme fait éclater l'asphalte. Ça, c'est un premier constat qu'on fait. Mais avant de faire ces constats-là, est-ce qu'on est, comme je le disais en entrée de jeu, un peu le cousin de la fesse gauche au Québec, parce que c'est le genre de cousin qu'on n'invite pas ou qu'on invite dans un mariage, mais qu'on espère qu'ils viennent pas. Parce que, bon, on est quand même relativement éloigné de Montréal et de Québec. Est-ce qu'on nous oublie facilement maintenant parce qu'on voit les reculs là, un peu partout? D'abord, merci pour l'invitation. Sylvain, toujours apprécié de venir parler de notre ville, une ville dont on est fier ou qu'on souhaite en être fier. Les rues, je dirais pas que c'est bien différent partout où on est au Québec, peut-être sur autre volets de développement, mais dans le cas de nos rues, là, que ce soit Buckingham, que ce soit Elmer, Gatineau, on a des rues qui sont dans un piètre état. Et ça, c'est l'accumulation là, d'avoir omis d'investir autant dans les dernières années, dans la dernière décennie, je dirais. Faudrait investir 70 millions par année juste pour garder, et ça c'est à Gatineau, juste pour garder nos rues dans un état là, sans qu'elles se détériorent. On en investit 30 depuis des années. Les 2 dernières années, on avait ajouté des enveloppes supplémentaires, des bonnies de 24 millions au-dessus du 30, puis 27,4 millions, puis on allait encore plus loin, sauf qu'il y a eu un changement à la mairie au cours de l'année 2024, ce qui a fait en sorte qu'on a recoupé ce qu'on avait mis, puis on est revenu autour du 32 millions. Alors, on peut pas s'attendre à faire des miracles à ce moment-là si on n'investit pas de façon majeure dans nos infrastructures routières, et je dirais même souterraines. Le fait qu'on parle ici on parle pas d'investissement de Québec ou de la province dans ce cas-ci, c'est à nous de prendre les décisions pour nos rues. Est-ce qu'on veut avoir des rues carrossables? Bien sûr qu'on peut pas du jour au lendemain investir 70 millions, on n'aura pas assez de bras pour le faire ou de compagnies qui soumissionnent à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de prévisibilité. La façon dont j'explique ça, c'est si une année on dit qu'on met 70 millions pour faire de l'asphalte, ben là, les compagnies sont pas nécessairement prêtes parce qu'ils s'attendent à ce que Gatineau, là, on avait comme donné cette visibilité-là sur quelques années, on ajoutait un 25 ou 27 millions. Ben là, commençait à avoir de la prévisibilité pour embaucher des gens à l'externe. Alors, c'est ça le facteur. Mais la chose est sûre, c'est que ce sont des services de base pour lesquels les citoyens payent. Nos rues, c'est très important. Vous parlez de l'avenue de Buckingham. Absolument, on l'a emprunté pour venir ici, voir en studio, puis on le voit. On peut faire ce qu'on peut pour l'instant, mais ça va prendre une direction claire qu'on souhaite investir dans nos services de base. Et les services de base, c'est vers quoi là, je souhaite aller là, pour la prochaine élection. Et comme je disais en deuxième partie de question, est-ce qu'on a l'impression, ici à Gatineau, qu'on est un peu oublié par Québec? Parce que on essaie, on fait des représentations, on dirait que, en tout cas, c'est peut-être une fausse impression, là, peut-être qui date du passé, mais on a l'impression que on tire encore de la patte en Outaouais dans les investissements que la province nous retourne. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut donner le bon message à Québec, le bon signal. Notre rôle comme élu, quand on est élu au municipal,
ben c'est d'aller faire des représentations auprès des députés, auprès de Québec pour dire, écoutez, on existe, on est sur la map, mais c'est de l'autre bord de Montréal, il faut le voir. Mais il y a une façon de le dire, il faut aller les chercher, il faut travailler en collaboration avec Québec dans tout. Si Québec n'investit pas nécessairement dans l'Outaouais, c'est peut-être parce qu'on va chercher. Actuellement, la mairesse va chercher elle-même des responsabilités qu'on ne devrait même pas aller laisser à Québec. L'itinérance, je l'ai dit souvent. Ouais. Et comme équipe, on va le répéter, on n'est pas contre une halte chaleur, on n'est pas contre d'aider ces gens-là, mais à quelque part, quand on paye des services à l'itinérance, c'est pas avec l'argent municipal. C'est Québec, c'est sa responsabilité. Il faut aller le demander. Mais si on décide de nous-mêmes mettre la main dans notre poche pour le faire, ça se peut-tu que Québec, à ce moment-là, dise, n'avait pas besoin. Si la ville le paye, puis ils disent que c'est à eux de le faire parce que maintenant, les villes, c'est plus juste les déchets, la neige, puis les routes, ben c'est que nous, à quelque part, on va manquer d'argent. Alors, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir dans une vision beaucoup plus globale. Sur le terrain, ben effectivement, quand on regarde au niveau peut-être de la santé et autres, c'est pas du tout dans le domaine municipal, mais qu'on voit qu'on est, depuis quelques années, identifié comme une région qui a des grands besoins en santé, ben ça se peut qu'on n'a pas ce que l'on mérite d'avoir comme Gatinois. Mais ça part des élus gatinois. On doit faire le travail puis revendiquer ce à quoi on a droit. On se posait la question pour la taxe des stationnements avec le président du RGABL, M. Steve Larose, qui me disait à ce micro qu'on avait l'impression que l'environnement peut-être avait le dos large. C'est qu'on veut changer les comportements. Ça, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais en le faisant ainsi, en faisant payer les entreprises, et en mettant ça un peu sur le dos de l'environnement, que oui, c'est pour l'environnement, est-ce que c'est pas un moyen peut-être un peu caché, détourné, d'aller chercher plus d'argent et puis de faire passer ça en douce du côté de l'environnement? Je me suis opposé à ça dès le début, pendant le budget. Honnêtement, c'est 27 millions. On nous a présenté 32 scénarios. Peu importe lequel on choisissait, on aurait pu mettre les 32 scénarios dans un chapeau, les yeux fermés. On en choisissait un, mais c'était 27 millions. On est loin de vouloir régler l'environnement avec ça, nécessairement. Bien sûr qu'ultimement, c'est une idéologie de faire ça. Oui. Mais là, c'était pour boucler un budget. Sur le dos de qui? Sur le dos de nos entreprises. Honnêtement, je me suis battu pour mon district de Masson-Angers pour qu'on n'ait pas cette surcharge de 125 % à nos commerçants. Ça n'a aucun sens. On disait que c'est une zone axée sur le transport en commun. Bien sûr qu'au schéma d'aménagement, c'est le cas. Mais quand il y a un autobus qui passe à l'heure sur la rue Georges, il n'y a personne qui va faire son épicerie en autobus ou en vélo. Je veux dire, on a beau ultimement dire c'est ce qu'on souhaiterait, mais ça se fait pas partout mur à mur dans une ville. Il faut y aller de façon parcellaire, il faut cibler, il faut comprendre surtout nos commerçants. Quand nos commerçants reçoivent une facture de 80 000 $ de plus, 120 000 $, 150 000, 500 000 selon l'endroit là, dans la ville, mais concentrons-nous ici dans l'Est, je voyais tout de suite que ça n'a pas de sens. Alors, j'ai travaillé avec M. Larose, justement, le président du RGABL, pour dire c'est quoi le mémoire que vous voulez déposer, c'est quoi qui se passe avec nos commerçants, comment ça va vous affecter surtout. J'ai travaillé en ce sens-là. J'ai voté contre le budget, mais c'est revenu et la majorité du Conseil sont allés dans le sens de l'imposer la taxe. Ça n'a aucun sens, cette taxe-là. Ça n'a aucun sens parce que là, on punit nos commerçants qui ne peuvent pas nécessairement transformer leur stationnement. Parce qu'on dit ce qu'on veut faire, c'est que les gens transforment leur stationnement pour faire du logement. Quand on va à IGA, on a besoin d'X nombre de places, puis je nomme un IGA au métro, peu importe lequel, un commerce, on a besoin d'un minimum. Puis surtout dans le secteur est de la ville, ben ces commerçants-là reçoivent la clientèle de l'Ange Gardien, de Tursault, de Locabert-Ouest. Qui ont des voitures parce qu'il n'y a pas de transport en commun, là? C'est leur point pour venir magasiner. Ils débarquent sur l'avenue de l'Épine, ils débarquent sur la principale, à Buckingham, à Masson-Angers. Alors, on a besoin de ces espaces-là. Alors, même si on souhaite les forcer de façon punitive à les transformer, on ne peut pas le faire. Et on ne peut pas le faire aussi rapidement. Alors, c'est tout là dans la modulation. Ça a mal été ficelé au départ. Maintenant, il faut revenir en arrière. Il faut regarder comment on peut le faire et le plus tôt possible. Et c'est ce qu'on est en train de tenter de faire. Parce qu'au niveau transport en commun, ici, dans l'Est, ça a toujours été un problème. J'allais dire un enjeu, mais c'est plus qu'un enjeu, c'est un problème.
On n'en a pas. On en a créé quelques-uns, dont notamment le transport à la demande, qui fait la job pour l'interne. Mais c'est quand on veut aller à l'externe, quand on veut aller à Gatineau. Ultimement, si on souhaite que les gens prennent plus le transport en commun, le vélo, le transport actif, c'est correct de l'avoir, ce souhait-là. Mais nos villes ont été créées dans les années 60, 70, avec des bonnes galops, des grandes cours, des centres d'achat avec des maires de stationnement. Ça a été construit comme ça. On ne peut pas arriver du jour au lendemain puis dire on change tout ça et en attendant, on va mettre une taxe punitive. Donc, c'est un petit peu avec ce doigté-là que je pense toujours, il faut y aller un pas à la fois. Tu sais, la bouchée, quand elle est trop grosse, c'est ça qui passe pas. Alors, tranquillement, de vouloir transformer nos villes, c'est correct de le dire. Je lisais récemment, puis je pense que c'est dans la presse, on disait même à Montréal, qui est une ville dense, les gens ont peut-être pris plus le vélo qu'il y a 5 ans, mais pas au détriment du véhicule, au détriment de l'autobus. Donc, les gens prennent tout autant le véhicule pour se déplacer dans notre ville. Demain matin, les gens vont continuer de prendre leur véhicule. Arrêtons de les pénaliser. Proposons autre chose. Améliorons, s'il le faut, notre service de transport en commun. Tranquillement, on va emmener des gens à le prendre. Je serais le premier à vouloir le prendre s'il était performant. C'est pas simple de dire on part de l'est, d'une extrémité ou d'Elmer et de se rendre facilement, puis qu'aux 10 minutes ou aux 20 minutes, il y a un autre autobus qui va passer. Alors, on veut le changer, ça coûte très cher. Bien sûr qu'on va chercher, là, évidemment, de l'argent dans les poches des automobilistes avec l'immatriculation. Ça, c'est une autre patente que j'ai dit, ça n'a pas de sens. Pourquoi, encore une fois, ce serait l'automobiliste qui paye pour le transport, pour les gens qui prennent le transport en commun? Utilisateur-payeur, c'est une chose. Vous voyez qu'il y a beaucoup de façons d'y arriver, mais de façon peut-être un peu plus modérément. Puis je pense que là, de cette façon-là, tout le monde comprendrait qu'on veut le bien de notre environnement, on veut transformer nos villes, on veut densifier nos villes, mais en même temps, si on veut du transport en commun, il faut aussi densifier. Un autre gros dossier qui a eu lieu puis qui s'est conclu, avec le financement, toute la boucle du financement s'est conclue, le fameux tramway dans l'Ouest. Et ce que je disais, même d'entrée de jeu, c'est qu'on a l'impression, nous, ici dans l'Est, que, encore une fois, on priorise un secteur de la ville, qui est densément peuplé, on s'entend, oui, mais est-ce que ce tramway-là va servir à 30, 40, 50 % de la population? Plus, peut-être? Même pas. Même pas, en fait, c'est ça. Quand on regarde la portion, c'est pour desservir Elmer et le plateau. Bien sûr qu'il y a une demande. Est-ce que c'est le meilleur moyen de transport? Les études viendront nous dire. Là, il y a des études actuellement. On va laisser aller ce petit bout-là. Ce que je dis, c'est que quand on parle aux gens dans l'ouest de la ville, ils vont dire, vous êtes mieux desservis, vous avez un rapibus qu'on n'a pas. C'est ça le message que les gens de l'Est n'ont peut-être pas. Quand on va dans l'ouest, on l'entend. Mais en ce moment, on peut-tu améliorer à court terme le transport pour les gens? C'est densifié dans l'ouest. Alors, il faut rapidement trouver des solutions pour que les gens se déplacent. On disait que tantôt, on a un autobus à l'heure pour Buckingham, Masson, Angers. C'est pas suffisant, mais dans l'ouest non plus, ça ne l'est peut-être pas. Alors, en ce moment, ça va peut-être mieux dans le cœur de la ville pour notre transport en commun. Mais ça, c'est sûr et certain, il faudra l'améliorer. Comment on va le faire? Il faut amener des solutions, des gens qui se spécialisent dans le domaine, dans les tracés. Il faut en quelque part le faire. Il faut encourager nos gens à prendre le transport. Moi, je pense qu'une des belles choses qu'on a faites du côté de la STO dans les dernières années, c'est donner la gratuité à nos adolescents dans nos écoles secondaires en commençant l'été, mais en pouvant le poursuivre par la suite. Là, on va accrocher un jeune qui va probablement pouvoir continuer d'être un utilisateur. Connaître le réseau aussi. Oui, et ce que ça revient à dire, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait sur le long terme. Alors, si dans 5 ans ou une génération de 10 ans, on a plus de jeunes en autobus, c'est peut-être parce qu'on les a incités d'une façon gratuite à leur adolescence. Vous avez décidé de créer votre propre parti politique pour faire face à Action Gatineau aux prochaines élections. Pourquoi avoir décidé justement de fonder un parti politique et non pas de réunir quelques indépendants mais pas sous la forme de parti proprement dit? C'est pas mal la même chose dans le sens où quand on réunit des indépendants, ça veut dire que c'est des gens qui, à la base, n'étaient pas d'Action Gatineau. Donc, il y a eu une élection en cours de mandat actuellement. Je sentais que les idées que j'amène autour de la table, personnellement, ou avec des collègues indépendants, s'acheminent pas. Ça rentre dans l'oreille d'un sourd, puis on réussit pas à aller chercher des gains à chaque fois que l'on parle. C'est déjà décidé d'avance. Les idées sont pipées d'avance, puis ça ne fonctionne pas. Je me suis levé pour dire que la taxe sur l'immatriculation, ça n'a aucun sens. La surtaxe punitive pour les commerçants, ça n'a aucun sens parce que la facture, ultimement, va être refilée aux commerçants dans le prix où il va y avoir des coupes d'emploi. Et aux citoyens aussi, éventuellement. Donc, dans ce temps-là, j'ai deux choix. Je reste assis chez moi, je me représente comme
candidat dans Masson-Angers, je lève la main, j'ouvre mon micro, je chiale, puis ça s'arrête là. On va être un autre 4 ans à chialer. Je suis pas quelqu'un comme ça. Je veux pas critiquer pour critiquer. Je veux amener des solutions, je veux proposer des solutions. La méthode de le faire, c'est de parler à des gens qui ont la même vision, qui entendent les mêmes choses que moi sur le terrain, qui souhaitent travailler en équipe, et on a bâti ensemble, équipe Mario Aubé, en vue de la prochaine élection du 2 novembre prochain. Et l'important, c'est d'avoir des candidats dans les 19 districts pour arriver autour de la table avec un impact lorsque l'on va ouvrir nos micros, puis avec une vision très claire d'où on souhaite aller pour écouter nos citoyens, puis nos commerçants, parce qu'à quelque part, c'est eux qui mettent la main dans leur poche pour payer des services auxquels ils ont droit. On parlait tantôt là, des infrastructures en bon état au niveau routier, déneigement ou encore les poubelles. C'est la base, c'est l'ADN d'une ville, alors ça sera basé autour de ça. Et quelqu'un très au fait du dossier, dont je vais taire le nom, me disait qu'à la ville de Gatineau, avec un parti, peut-être que c'est peut-être pas les partis politiques sont peut-être pas la solution, mais on ne peut pas continuer dans ce que c'est présentement, parce que justement, ça devient comme un parti avec une ligne, mais 11 autres lignes qui peuvent changer, et donc ça devient pratiquement pas gouvernable et les autres ne se sentent pas écoutés. La première chose que je dirais, je me suis fait élire comme indépendant, alors je ne suis pas en train de renier du tout ce côté-là. Je pense qu'encore au municipal, peu importe l'élu qui soit indépendant ou dans un parti, lorsqu'il rouvre son micro puis qu'il a quelque chose à dire, il représente un district. Ça veut dire qu'il représente quelque part entre 10 et 12 000 personnes. C'est important de l'écouter. L'affaire dans tout ça, c'est que si on arrive en bloc et on est 8, 10, 12 autour de la table, la décision est déjà prise. Moi, je pense que même un parti doit être à l'écoute de ce que les gens qui ne sont pas dans le parti ont à dire pour arriver à trouver un bon chemin de passage sans que ça soit imposé, les yeux fermés, puis on avance, puis on regarde pas chaque côté ou en arrière. Je pense que l'important, c'est d'écouter tout le monde. Et pour ce faire, il faut se regrouper. Puis aujourd'hui, je suis convaincu que la meilleure façon de travailler, c'est de commencer tout de suite en regroupant des gens qui ont une vision, qui ont le goût de servir. J'ai déjà des candidats d'annoncer, dont dans le district ici, à Buckingham. Monsieur Sylvain Tremblay, c'est quelqu'un qui a fait le travail pendant des années au sein du centre, aujourd'hui centre de service scolaire, mais à ce moment-là, c'était la commission scolaire. Moi, ce que je trouve, c'est que des gens impliqués, des gens qui se sont donnés pendant des années, qui connaissent le secteur, et c'est avec des gens comme ça que je souhaite travailler parce qu'ils vont m'emmener de la connaissance. Et M. Tremblay connaît l'ensemble de l'Est de la ville. Alors, je souhaite travailler avec des gens comme lui autour de la table. Ça a été quand même quelque chose de garder contact quand même avec un de ses adversaires de l'époque et de l'amener dans son équipe. Donc, vous avez quand même une bonne chimie entre vous deux. Vous saurez lui demander, mais on a toujours gardé contact. Moi, je suis allé cogner à sa porte pendant les dernières années. On a toujours parlé. Mes adversaires, on était 4 dans cette course-là. Je leur ai parlé également. Depuis, lorsqu'on se présente, et on emmène des idées. Et le choix ultime, c'est à la population. Et dans le cas de M. Tremblay, j'ai un grand respect pour tout ce qu'il a fait dans l'Est de la ville. C'est son implication. On parlait tantôt centre de service scolaire, commission scolaire, mais avec les loisirs aussi à Masson-Angers. C'est quelqu'un qui est sur le terrain. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de nos citoyens. C'est quelqu'un qui souhaite servir et qui est capable de comprendre un budget, puis est capable de donner son opinion, puis il n'a pas peur, puis il est capable d'écouter les citoyens de Buckingham, puis de venir dire, attention, là, c'est pas ça du tout, là, quand on est autour de la table, qui se dit, moi, à Buckingham, les gens, ce qu'ils pensent, voici, puis être le porte-parole, puis la voix de nos citoyens dans le secteur de Buckingham, puis ce sera comme ça pour l'ensemble de nos districts. On va justement le rencontrer. Merci beaucoup, M. Aubé, d'avoir été avec nous. Puis on va rencontrer Sylvain Tremblay. Toujours un plaisir. Merci. Comme on vient tout juste de le mentionner, on rencontre le candidat de Buckingham pour l'équipe Mario Aubé pour les prochaines élections, M. Sylvain Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, M. Caron. Merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de recevoir des gens qui se sont présentés et qui vont récidiver aussi, même si, ça n'a pas été le cas, vous n'aviez pas été élu, et c'est M. Aubé qui avait été élu. Et donc, j'ai trouvé ça un peu spécial que un ancien adversaire se joigne à une équipe, une nouvelle équipe en formation. Comment la décision s'est prise de se représenter, même si, ça n'avait pas été concluant la première fois?
Oui, mais ça a été un cheminement sur 4 ans. C'est sûr que j'y ai réfléchi. J'étais pas certain, mais ce qui m'a vraiment fait décider, c'est quand j'ai entendu que M. Aubé créait un parti. Okay. Je sentais qu'il y avait un parti avec des idées puis une vision qui se rapproche des miennes. Je sentais qu'on avait besoin d'un changement à Gatineau. Et puis, j'ai senti que peut-être que ce nouveau parti-là pourrait nous amener ce genre de changement-là. Donc, on s'est rencontrés, puis on en a parlé, puis on s'est aperçu que nos visions étaient alignées. Donc, on a décidé de faire équipe ensemble, et c'est comme ça que la décision est venue. Mm-hmm. Et là, bon, vous avez quand même un peu de temps pour vous préparer, faire du terrain, comme on dit. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour justement aller rencontrer les gens et dire coucou, je me présente? Absolument. C'est super important de rencontrer les gens. Ça va se faire sur une longue période de temps. J'ai déjà commencé à assister à certains événements. Et puis, dans les prochaines semaines, là, j'ai bien l'intention de commencer à aller rencontrer les gens directement chez eux, commencer à faire du porte-à-porte. C'est sûr, il va y avoir une séquence plus importante de porte-à-porte à l'automne durant la campagne, plus intense. Mais d'ici à ce temps-là, j'ai besoin de rencontrer les gens aussi pour avoir le pouls de la population, des citoyens sur des choses qui veulent changer, puis des choses vraiment, des enjeux là, pour les citoyens. Donc, ça va être ça. Mais aussi d'aller rencontrer les gens dans des événements, des organismes, ce genre de choses-là aussi là, que j'ai déjà commencé à faire. Et oui, ben on parlait de votre implication dans le milieu scolaire. C'est d'ailleurs là où on vous a connu, nous, ici à la TVC. Moi, personnellement, quand je suis arrivé, vous étiez sur le conseil scolaire. Et c'est quelque chose de passer du conseil scolaire qui a peut-être une voix un peu moindre à passer au municipal. Comment est-ce qu'on s'intéresse à cette politique-là qui est complètement différente de la politique scolaire? Oui. C'est différent, oui, mais il y a certaines similitudes aussi. Là. Okay. C'est un rôle politique. On travaille dans un conseil. On travaille avec l'administration de la commission scolaire. Les conseillers municipaux travaillent avec l'administration de la ville. C'est important de savoir comment faire affaire avec les gens de l'administration. Elle est où la ligne entre le politique et l'administration? Oui. Ça, je l'ai appris au niveau de la commission scolaire. On travaillait beaucoup avec des élus dans les différentes municipalités de la commission scolaire pour promouvoir des dossiers d'écoles, de construction d'écoles ou d'autres projets. Tout ça, je pense que ça fait que c'est une excellente préparation à devenir conseiller municipal. Mm-hmm. On en a vu d'autres qui sont allés, notamment Éric-Antoine à l'Ange Gardien qui est allé au niveau d'être conseiller municipal. Et est-ce que vous avez appris d'autres personnes aussi qui ont passé d'un rôle politique, exemple des scolaires, à aller jusqu'à un rôle municipal? Il y en a quelques-uns ici dans la région. Est-ce que vous êtes imprégné de ça avant de prendre votre décision? Ben oui et non. J'avais déjà mes propres expériences, puis j'avais déjà beaucoup appris au niveau de la commission scolaire. J'ai pas eu la chance de parler à mes anciens collègues qui étaient au conseil, qui sont devenus politiciens au niveau municipal comme tel. Mais comme je l'ai dit, j'ai beaucoup appris de cet aspect-là. Puis moi aussi dans la vie, écoutez, je suis gestionnaire au niveau fédéral. Donc j'amène aussi cette expérience-là au niveau de la gestion. Donc expérience au niveau de la gestion, expérience au niveau de la gouvernance. Donc, c'est des choses. Puis la représentation aussi. J'ai fait beaucoup de représentations quand j'étais à la commission scolaire. Notre territoire était très large, comme vous le savez. Donc, on a fait beaucoup de ça. Donc, c'est des choses aussi qu'on fait beaucoup quand on est conseiller municipal. Donc, j'ai le goût de poursuivre dans cette veine-là. Vous avez mentionné que vous avez déjà commencé à rencontrer des gens. Le pouls ou le dénominateur commun, ce que les gens vous parlent le plus, c'est quoi au niveau de Buckingham? Bien, c'est sûr que je ne vais pas vous établir aujourd'hui un plan précis. Mm-hmm. Je vais juste commencer à parler aux gens. Mais si on parle de façon plus générale, je pense que les gens ou ceux avec qui je discute en ce moment, j'ai discuté jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a une volonté d'avoir un certain changement au niveau de la façon que la ville est gérée. Je pense que on a élu Action Gatineau à la mairie. Les gens ont essayé de voir ce que ça allait donner après les 2 premiers mandats. Ils ont réélu Action Gatineau. Et puis, je pense que les gens sont en train de s'apercevoir que c'est peut-être pas exactement
ce à quoi ils s'attendaient. Puis, je pense qu'il y a une volonté de changement, de gérer la ville de façon plus efficace, plus serrée, de vivre selon nos moyens. Je pense que c'est encore plus important dans ces temps-ci, là, avec les problèmes qu'on a au niveau de l'économie. Donc, de faire attention, de mettre des mesures en place pour soutenir l'économie locale, non pas lui nuire. Et on a vu, récemment, on en parlait avec M. Aubé, taxes sur les automobiles, taxes sur les stationnements. Est-ce que c'est possible, justement, de ramener un équilibre entre qui va payer, finalement? Parce que, dans le fond, c'est le citoyen qui finit tout le temps par payer. On décline. On va mobiliser les entreprises, mais dans le fond, eux vont se revirer de bord, puis c'est le citoyen qui va payer. Donc, comment est-ce que le citoyen peut être satisfait tout en étant satisfait de sa poche, finalement? Absolument. Puis vous avez utilisé le bon mot, que j'aurais utilisé aussi, équilibre. C'est important de trouver un équilibre là-dedans. En ce moment, c'est pas équilibré du tout. C'est taxe par-dessus taxe. C'est toujours vers les citoyens qu'on met le fardeau. Il va falloir trouver d'autres façons pour justement avoir une gestion du budget plus équilibrée que ça. M. Aubé a déjà mentionné que Gatineau est une des villes les moins endettées, une des grandes villes les moins endettées. Donc, on peut se servir de la dette pour des projets d'infrastructure. Et puis, ça équilibre justement, puis ça permet peut-être de réduire le fardeau sur les gens en ce moment là, qui payent beaucoup, beaucoup de taxes. Parce que là, certaines de ces mesures-là, comme la taxe sur les stationnements, écoutez, ça va aller jusqu'à causer des pertes d'emploi. Évidemment. Des Gatinois. Là. Et puis ça, là, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Donc, on pense qu'il y a moyen de faire ça d'une façon plus équilibrée, justement. Et puis, pour ça, il faut absolument élire l'équipe ou le parti qui fait la promotion de ces idées-là. Ben, en tout cas, ça va être toute une course d'ici la fin. J'allais dire un marathon d'ici novembre, parce qu'il reste quand même beaucoup de temps, mais en politique, c'est très peu. C'est demain matin, finalement. Et donc, merci beaucoup, Sylvain Tremblay, candidat dans Buckingham pour l'équipe Mario-B. Puis, bonne chance pour les élections. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 43 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui, Sylvain Tremblay, qui sera candidat pour les prochaines élections municipales dans Buckingham, et également Mario Aubé, de l'équipe du même nom. Et donc, je vous rappelle également que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube, et nous avons notre groupe Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses, officiel, auquel vous pouvez vous abonner. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée, et on se retrouve pour une prochaine à Studio Libre.